Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. 2 fois par mois, nous vous proposons un grand entretien avec une personnalité du cinéma, du son ou de la photographie dont le travail artistique nous a marqués. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis accompagné pour ce nouvel entretien de Julien Roland. Bonjour et bienvenue Julien. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes enchantés de recevoir une invitée dont on peut voir le visage et entendre la voix dans les films éclectiques auxquels elle participe. Bonjour Elina Lowenson. Bonjour. Actrice, voilà peut-être un métier qui n'apparaît pas comme créatif ou technique au premier abord, et pourtant vous déployez votre corps, votre visage, vos émotions, vos gestes au service d'histoires, d'univers et de personnages que vous incarnez. Votre image, Elina Lowenson, est imprimée sur la surface de la pellicule ou sur le capteur de la caméra, et nous vous voyons ensuite projeté sur un écran de cinéma, dans une salle où votre voix résonne jusqu'à nos oreilles. Alors depuis les années 90, vous avez tourné dans de nombreux courts et longs métrages de fiction. Vous avez débuté avec le réalisateur américain Al Hartley dans Theory of Achievement, Simple Man, Amateur et Flirt, 4 films tournés entre 91 et 95. Vous avez joué dans le film de vampire new-yorkais Nadja de Michael Almereyada, ou encore avec les réalisateurs américains Steven Spielberg pour La liste de Schindler en 1993 et Julian Schnabel pour Basquiat en 96. En France, vous avez joué pour Philippe Grandrieux dans son somptueux Sombre en 1998, nous y reviendrons, pour Jean-Pierre Jeunet dans Un long dimanche de fiançailles en 2003, pour Bertrand Bonello dans De la guerre en 2008, pour Abdelatif Kechiche dans Vénus Noire en 2010, mais encore avec Cédric Kahn, Valérie Donzelli, Guillaume Niclou, Guy Madin ou Yann Gonzalez, remarqué pour Un couteau dans le cœur en 2018. Depuis 2011, vous collaborez sur les films courts, moyens et longs du réalisateur français Bertrand Mandico, Borrow in the Box, Préhistorique Cabaret, Dépressif Cop, Féminisme, Rafale et Politique, ou encore Les Garçons Sauvages, et bientôt After Blue, long métrage dont le tournage va bientôt commencer, en novembre 2019, une relation artistique proche et complice dont nous allons tenter de comprendre les ressorts. Votre voix nous berce aussi puisque vous interprétez des chansons, vous prêtez votre voix à des films d'animation comme La jeune fille sans main en 2016, dans des pièces de théâtre ou même à des parcours d'exposition comme pour le Centre Pompidou cette année, avec La préhistoire, une énigme moderne. Alors, Elina Lowenson, le métier d'actrice comme expérience créative, créatrice même, technique, lyrique, expérimentale, subversive, collaborative ou encore lumineuse, nous allons explorer toutes ces dimensions avec vous dans le 16e grand entretien de Négatif. Avant toute chose, Elina Lowenson, est-ce que actrice serait le mot approprié pour décrire ce que vous faites dans la vie ? Oui, quand je le fais. Oui, je dis je suis actrice ou comédienne. Oui, c'est le mot. Et est-ce qu'il y aurait un mot qui pourrait venir compléter celui-là peut-être Non, en fait, pas du tout. Je dirais jamais que je suis artiste. Je considère pas que... Et je me suis disputée avec des amis comédiens qui disent non, c'est pas possible, tu es autant artiste. Non, je suis dépendante du désir des autres. Et si j'ai la chance de rencontrer sur mon chemin des vrais auteurs, dont artistes, de leur œuvre, là, j'ai la chance en tant qu'interprète de faire un meilleur travail. Mais sinon, je suis vraiment, en quelque sorte, artisane, actrice. Et je suis au service d'un scénario et je dépends d'un scénario et de la réalisation de l'auteur. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai dit, je suis comédienne, actrice, et c'est tout. Interprète ? Interprète, mais pour moi, c'est la même chose, tout ça. Oui, j'interprète les mots ou les situations que quelqu'un a mis, voilà, sur page, mais tout ça, c'est la même chose pour moi. Mais c'est ça. Donc pour vous, être une actrice, c'est quoi ? C'est être un élément du film, un passage ? C'est sûr que je suis... Bien sûr que je vois que les acteurs, peut-être juste par leur existence physique et aussi ce qu'ils amènent avec leur esprit, leur propre interprétation à un travail, peut-être c'est plus qu'une lumière, même si un film ne peut pas exister sans lumière non plus. Juste une parenthèse, Piccoli pour moi, je pourrais dire que c'est un artiste en soi. Michel Piccoli ? Michel Piccoli. L'acteur ? Exactement.
par rapport au choix qu'il a fait à travers toute une vie, mais aussi il a eu l'opportunité de ses choix. Et à la fin d'une vie, si on voit la carrière de quelqu'un, on peut dire « Ah, cet acteur-là est un artiste de sa carrière, en quelque sorte. » Mais, encore une fois, on ne dépend pas juste de nous-mêmes et de nos désirs. Quelqu'un, une fois, m'a dit « Les acteurs sont des putes. » Et pourquoi? Parce qu'un acteur doit exister, doit survivre. Donc, moi, je vais faire des choix qui peut-être ne sont pas au diapason ultime de mes désirs. Parce que déjà, il n'y a pas autant de choix que ça. Deuxièmement, je dois survivre. Je dois exister en tant que comédienne. Donc, il y a certains travaux que je vais faire peut-être pour l'argent, surtout dans le cinéma. Le théâtre, c'est plus complexe. Parce que le théâtre paye beaucoup moins et ça prend beaucoup plus d'énergie et du temps. Mais pour les films, peut-être j'ai un scénario où je vais aller faire des essais pour quelque chose que je me dis, ça ne serait pas nécessairement un film où j'irai le voir au cinéma. Mais il n'y a rien honteux dans le scénario ou dans le rôle proposé. Et je peux faire mon mieux et à chaque fois que je vais travailler, de toute façon, je vais donner de mon mieux et aussi je vais penser que je peux avancer dans, ça vient en anglais, my craft, dans mon métier. Donc, je ne vais pas le faire comme je m'en fous et je le fais, je ne travaille pas pour faire mon mieux. C'est juste que je peux dire, bon, c'est un scénario OK, mais je m'en fous, c'est pas honteux, c'est OK et j'ai besoin aussi de faire de l'argent et aussi d'exister en tant que comédienne. C'est là où je dis que les acteurs, ça veut dire que rares sont les acteurs qui peuvent choisir seulement ce qu'ils voudraient faire. Et moi, je n'étais jamais dans cette position-là de star. Donc, j'ai fait aussi des choses moyennes. Alors, on va explorer un de vos rôles emblématiques qui nous semble pas moyen, mais au contraire tant mieux. très presque extraordinaire, puisque l'histoire de ce film est extraordinaire. C'est Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico, qui est sorti en 2018. Vous y jouez la scientifique Séverine, résidente de l'île luxuriante des Robes, sur laquelle font escale le personnage du capitaine et de 5 jeunes hommes, punis par leurs parents suite au viol et à l'assassinat de leur professeur. Cette île a des propriétés particulières dont nous reparlerons. Mais d'abord, avez-vous rejoint ce projet des Garçons Sauvages dès son écriture? Si j'étais au courant, oui. Dès son écriture, oui. Bon, la plupart des gens le savent, donc je travaille et je vis depuis maintenant des années avec Bertrand. Donc, j'étais au courant de ce projet parce qu'il m'a parlé de ce projet il y a des années auparavant, comme une idée qu'il a notée. De ce projet, il imaginait le faire au Japon avec des acteurs japonais. Pourquoi? Parce que les garçons japonais peuvent ressembler aux filles ou vice-versa. Parce qu'il y a quelque chose de plus androgyne, ça nous paraît à nous, dans les Asiatiques. Et donc, il imaginait ça. Moi, j'interprète ça comme ça. Après, je ne sais pas pour d'autres raisons, parce qu'aussi, il aime beaucoup le cinéma japonais, mais il imaginait ça. Donc, je savais cette ébauche d'idées. Et après, bien sûr, quand il a décidé de le faire avec Emmanuel Chaumet, en tant que son premier long métrage, le producteur, du coup, oui, j'étais là, je connais tout, je savais tout dès le début. Voilà. Dès l'écriture du scénario. Écriture de scénario, des réécritures. Il partage très vite avec moi dès la première écriture pas nécessairement, il peut retravailler un scénario, mais il partage très vite avec moi son écriture pour que je lui donne mes impressions. Est-ce que donc Bertrand Mandico a écrit le rôle du docteur Séverine spécialement pour vous? Oui, parce que évidemment, je ne pouvais pas faire un des garçons. Donc, il a écrit spécialement pour moi. Même s'il dit qu'il n'écrit pas pour les acteurs, de toute façon, je ne sais pas, mais ce docteur Séverine, il l'avait dans sa tête sur l'île. Donc, voilà. Après, je ne sais plus à quel moment il a pensé pour moi ou pas pour moi, mais de toute façon, il pensait qu'est-ce que je vais faire dans le film. Mais je crois que Bertrand, en général, il dit qu'il écrit jamais pour les acteurs. Ça vient, l'histoire, les personnages, et après, il fait avec. Donc, probablement, ce personnage existait déjà dans son imaginaire quelque part. Et ensuite, à partir de là,
En quoi consiste votre travail dans la préparation? Ah, bah après, bien sûr qu'on parle. Après, c'est les costumes et c'est nos discussions pour que je comprenne Du personnage? oui, exactement, la discussion sur le personnage. Après, il fait toujours des répétitions avec tous les acteurs. Moi, en plus, j'ai passé tous les castings de toutes les actrices au début. Vous les avez castés? Non, mais je faisais tout leur casting. Ça veut dire que je faisais Les lectures avec avec elles? chacune, je lisais D'accord. avec elle. Je jouais avec elle. Donc, j'étais là vraiment avec chacune, avec tous les comédiennes qu'il a vues. Donc, ça, c'était intéressant aussi pour moi. Donc, voilà. De toute façon, le travail consiste en ça. C'est-à-dire, c'est la lecture du scénario. Et après, moi, je commence à travailler sur le texte. J'ai les questions, je lui pose les questions. Et j'essaye de comprendre et d'imaginer le ton du personnage, la voix unique du personnage, et en espérant que ça va être la juste. Et après, bien sûr, dans le travail avec Bertrand ou n'importe quel réalisateur, après, on est réajusté. Le personnage donc du docteur Séverine, pour vous, qui est-elle Hmm. Si vous deviez Hmm. l'expliquer à quelqu'un qui n'a pas vu le film. Ah ah. Je... Oh. J'ai jamais pensé comme ça en tant que travail de comédienne. Cette docteur Séverine, on peut imaginer, elle le dit elle-même, qu'elle était un homme à une époque. On peut l'imaginer que c'était un ex-capitaine elle-même et qui est arrivée sur cette île hormonale. Elle a goûté aux fruits, aux plantes et c'est comme ça qu'elle a découvert les effets de la végétation et des fruits. Elle s'est transformée en femme, malgré elle-même. Et je crois que c'est quelqu'un aussi qui... elle aime bien le business, faire du business. Je ne sais pas pourquoi elle a besoin de tous ces bijoux plus tard, que le capitaine lui amène en échange de services de l'île pour les garçons, pour les dompter. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire avec tous ces bijoux sur l'île. Mais bon, on peut imaginer que peut-être elle va les vendre sur eBay ou je ne sais pas quoi. Mais c'est aussi quelqu'un qui a une certaine indépendance à force des choses et une force et une vision peut-être forte par rapport à qu'est-ce que quelqu'un doit être, peut-être. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Est-ce que ce personnage était figé dès l'écriture du scénario ou est-ce que vous l'avez peut-être transformé, modelé en accord avec Bertrand Mandico? Je dirais pas figé, mais c'est vrai que tel que Bertrand écrit et imagine, le personnage sortira à peu près ce que lui il a mis sur papier. Après, bien sûr, il y a une reconstruction, une réinvention des choses, mais autour de l'axe qu'il a mis en place déjà. Donc, on s'écarte jamais complètement comme « Waouh, quelle surprise, tu m'offres ça et je n'imaginais pas du tout ce personnage comme ça. » Non, j'essaie de lui donner, de comprendre ce qu'il imagine et du coup, lui aussi en me connaissant, il me donne certaines choses ou pas, comme dans le prochain film où il ne veut pas voir des choses peut-être que j'ai fait auparavant avec lui. Donc, voilà. Nous allons écouter un premier extrait du film. Votre premier dialogue, une séquence de retrouvailles entre Séverine et le capitaine. Pour ceux qui veulent la retrouver, c'est à la 51e minute, vers le milieu du film. So, William, still just one breast. I've been waiting for over 2 hours. I thought you were dead. Dead? I was watching your new recruits. Where is your stupid dog? I haven't heard him bark yet. They've killed him, the bastards. I imagine you really made them pay for it. Not enough. I'm gonna make them sweat. They're rich degenerates. Precisely what we need. Here's your share. I thought about it. I want more. But you've gotta be kidding. I do all the work, I take all the risks, and you don't do anything with your jewels anyway. Yes, but I wait. I think. I plan. Don't ever forget that you're an alert sailor, William. And that without me, you'd still be washing toilets on the Gloria.
This won't last forever, you know. La méthode du docteur Séverin va faire des émules. Trust me. J'ai apporté à boire, à fumer, à manger, des livres, des perruques, des robes. Séverine, Séverin, je t'ai déjà dit. Tu n'auras qu'à mettre la robe sur ton sein noir et la perruque dans ton cul. Ouvre tes bouteilles, qu'on boive un peu. Donc c'est un personnage qui parle à la fois français et anglais. Oui, comme moi. Comme moi, ouais. J'ai vécu des années aux États-Unis. Je suis née en Roumanie, mais après la Roumanie, c'était les États-Unis. Et après la France, donc je vis ici depuis 23 ans. Donc, et Bertrand, il aime beaucoup la musicalité des autres langues. Donc c'est pour ça aussi. Pas seulement parce que moi, je parle anglais-français, mais il aime bien les accents et des autres langues. Et il aime utiliser ça dans ses films. C'est intéressant, quand je l'entends comme ça, sans l'image, je me rends... C'était pas facile pour moi, cette scène. C'était le début. Vous l'avez tourné au début du tournage? Non, j'ai tourné une autre chose au début du tournage, mais cette scène-là, c'était pas simple de trouver le ton. Et aussi, dans la manière des dialogues que Bertrand écrit, il y a une musique plus théâtrale que du naturalisme pur et dur qu'on a dans des films, dans des appartements et tout ça. Donc, c'est difficile parce qu'il ne faut pas le faire théâtral. Il faut lui donner vie et, être personnel avec ça. Et en même temps, j'entends l'écriture. Mais il veut ça, il écrit. C'est plus écrit que d'autres textes. Donc, j'entends ça encore plus quand je m'écoute là. Et je me souviens de la difficulté de trouver la justesse, en fait, pour moi, de dialogue. Mais bon, lui, il était Entre content. une musicalité, une théâtralité, un naturalisme. Exactement. Et aussi quelque chose de vrai. Donc, c'était comme quand je le faisais, presque, j'entendais faux à mon oreille. Et il faut que si Bertrand dit c'est bon, il faut que j'oublie ça, que je lui fasse confiance et que je fais. De toute façon, dans ces films, comme probablement vous savez, mais probablement les auditeurs ne savent pas, c'est qu'on fait le son, tout le son est fait après le tournage en studio. C'est-à-dire qu'il ne prend jamais du son direct. Il y a un son témoin pour qu'il puisse monter, donc un son très pourri. Mais sinon, tous les acteurs doivent refaire tout le texte en studio après. Et aussi, l'écriture des sons, tout est inventé. Il n'y a pas à l'île de la Réunion avec le microphone pour enregistrer. Il n'y a pas d'ingénieur du son qui va chercher des bruitages spéciaux. Non, rien. Tout est inventé après. Inventé, pris, voilà. Comme ça pouvait être fait il y a 70 ans. Il y a 70 ans, pour les mais dialogues, en tout cas. Terrence Malick apparemment fait pareil, parce qu'il va travailler là avec une actrice qui était dans un de ses films là récemment. Elle a dit, c'est drôle, Terrence Malick parle tout le temps pendant qu'il tourne, il n'y a pas du son. On fait après. Donc, il ne savait pas ça, moi non plus. Donc, ça se fait encore, mais oui. Donc là, la voix qu'on a entendue, c'est vous dans le studio d'enregistrement. Oui, exactement. Pas vous sur le plateau de tournage. Tout à fait, exactement. Donc, ça lui donne aussi à Bertrand l'opportunité de rediriger les acteurs et de peut-être changer d'intention. En même temps, moi, comme comédienne, sauf si je suis à deux dos, et je peux dire « Oh, j'aime pas trop ce que je fais », et je sais qu'en studio, je vais refaire. Mais sinon, il faut que je l'ai juste, parce que le corps, la voix, tout est ensemble. Donc, si la voix n'est pas juste, sur le visage, je ne vais pas être juste non plus. Donc, il faut que je sois juste, et après, même pour la mémoire, plus tard. Mais c'est vrai qu'on a cette deuxième opportunité pour réajuster des choses quand on est en studio. Pour vous, c'est plus facile de se détacher de cette parfois, entre guillemets, contrainte que peut être la voix quand le corps s'exprime aussi, et pouvoir le reporter au... J'apprécie la liberté sur un tournage de Bertrand sans un ingénieur du son
qui va arrêter pour ça, qui va faire ça, qui va reprendre ça 1000 fois parce que je ne sais pas quoi. Voilà. Et aussi qu'il puisse nous parler comme il cadre. Il peut aussi nous parler pendant. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement sensoriel dans l'expérience. Pareil, c'était avec Philippe Grandrieux sur Sombre. Lui aussi, le son, lui, il prenait le son, mais bon, il nous parlait pendant et tout, et il cadrait. Mais la difficulté, et ce que j'aime pas trop, c'est de refaire le son, parce que je sais que quand on est en situation physique, qu'on joue, qu'on est avec le corps dans certaines tensions, la voix va être juste, parce qu'on est dans les situations physiques. Et c'est toujours la peur que je ne ferai pas pareil en studio. Mais Bertrand, il est convaincu que tous les acteurs ont une très bonne mémoire corporelle et, du voix, de tout ça. Et ils font... Tout le monde retrouve vite ce qu'ils ont fait. Donc, mais c'est un travail, qui est, je ne peux pas dire que j'aime le faire parce que c'est moi de plaisir. Lorsque vous arrivez le premier jour de tournage sur l'île de la Réunion, la vraie île de la Réunion, pour tourner une scène sur l'île des Robes, celle de la fiction du film, comment se déroule très concrètement votre journée jusqu'à la première prise? Moi, je crois que c'est comme tous les tournages, sauf que peut-être Bertrand, il est vraiment avec les mains dans la boue ou en mettant des choses dans le décor. Il bidouille toujours et il refait, il réajuste, il peint, il est là, dans le décor. Donc moi, j'arrive, on va au maquillage, au costume, et après, on attend, on parle avec les autres. C'est pareil, moi je dirais, comme des autres tournages, il n'y a rien d'extraordinaire. Après, ce que c'est extraordinaire, c'est ce qu'on fait concrètement, l'environnement toujours transformé par Bertrand, je veux dire, et par le décorateur, bien sûr, mais dans lequel on se trouve, les lumières, les prothèses. Si jamais, dans Les Garçons Sauvages, à un moment donné, j'ouvre ma veste et il y a une sorte de vagin, ventre, plein de bijoux et un revolver. Bon, ça, c'est pas dans tous les films que j'ai eu ça. Des choses comme ça, oui, c'est plus spécial, je veux dire. Mais sinon, de toute façon, moi, je suis quelqu'un... Après, parfois, j'arrive quand je ne tourne pas nécessairement et je vais tourner en Super 8, que j'ai l'intention de refaire pour le prochain, mais j'aurai moins de temps à tourner. Mais je tourne ce que je vois. Mais sinon, non, c'est un travail. Moi, j'aime bien être concentrée, donc... Travail de répétition aussi? Oui, on répète bien sûr avant, parce que comme il tourne en pellicule, on n'a pas beaucoup de prises. Exactement. Donc du coup, c'est dans 2 prises, 3 parfois, mais vraiment au maximum. Et aussi pour que lui, il retrouve ou qu'il décide vraiment les mouvements de la caméra dont il porte. Souvent, c'était porté à l'épaule, en tout cas. C'est lui qui cadre? C'est lui qui cadre. Il n'y a pas d'opérateur qui cadre pour lui, en fait? Non. Pascal Granel, elle est la chef opératrice qui fait la lumière. Parfois, peut-être elle a cadré, mais c'est à un moment donné quand lui, il est sur le bateau à la fin, avec les marins et tout ça. Mais voilà, parce que c'est comme une petite blague qu'il apparaît là-dedans. Mais sinon, c'est lui qui cadre. Et il ne pourrait pas faire autrement. Donc, voilà. Mais pour une journée de tournage, il y a... Après, comment dire, si vous me demandez à moi, qui travaille avec lui depuis 2010, c'est pour moi, je suis à la maison. Si vous prenez un autre acteur qui n'a jamais travaillé comme ça, peut-être l'acteur ou l'actrice dirait autre chose, plus intéressant que ce que moi je viens de dire là. Vous avez évoqué, en parlant de vos répétitions avec Bertrand Modico, qu'il y avait une recherche d'atmosphère. Mm-hmm. Quelle définition vous donneriez à cette atmosphère? C'est une atmosphère organique, sensorielle aussi qu'il cherche. Et c'est avec de quoi nous sommes habités. Parce que ce n'est pas juste les mots, mais c'est
c'est, comment dire, c'est comme la membrane, c'est les fluides qui peuvent nous habiter. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est lui-même, il cherche le ton d'une scène, et aussi c'est surtout l'atmosphère sur le plateau ou dans le studio. Et du coup, on mange, on se nourrit de tout ça, et je crois qu'on exprime tous aussi ça. Il y a quelque chose par rapport à un environnement qui est créé. Et par exemple, comme il travaille souvent dans le studio, nous tous acteurs, comme équipe, on commence à se nourrir de tout ça. Parfois, c'est très difficile à trouver de travailler avec Bertrand parce qu'il est très exigeant, il veut beaucoup et il n'a jamais assez d'argent pour réaliser. Mais finalement, il réalise et l'équipe doit être derrière lui. Et souvent, l'équipe ou certains techniciens sont un peu dubitatifs au début, qu'il va réussir certaines choses parce qu'ils disent « tu ne vas jamais réussir ça ». Et au bout de quelques jours ou au bout d'une semaine, ils commencent à être à fond parce qu'ils voient ce qui se passe devant la caméra et comment cette atmosphère commence à prendre par rapport à un décor, par rapport à un imaginaire, ce qu'il essaye de mettre en place. Et du coup, on sent comment toute l'équipe, à un moment donné, commence à être derrière et ils vont se donner à 100%, même fatigués comme ils sont, parce que c'est extrêmement fatigant aussi de travailler sur ces films. Donc ça, c'est le même processus peut-être pour les acteurs, même si les acteurs sont beaucoup plus privilégiés, on pourrait dire. Donc, ils sont beaucoup plus, comment dire, ouverts et c'est beaucoup plus fun, plus amusant que d'être un technicien qui doit déballer les choses au départ et à la fin de la journée et tout ça. Donc, mais nous tous, il y a une atmosphère mentale, sensorielle qui est mise en place sur le plateau et ça me rappelle pareil avec le travail de Philippe Grandrieux. C'est quelque chose de l'ordre qu'on est comme possédé. De la transe presque. Exactement. Avec Philippe Grandrieux, encore plus, parce qu'il utilisait de la musique aussi et tout ça, mais et il était beaucoup plus souple parce qu'il y avait une action donnée par lui et c'était comme une sorte de continuation d'une action qu'on commençait même avant que la caméra commence à tourner et lui après il prenait la caméra et on commençait. Mais parce que c'était aussi de l'ordre plus d'improvisation. Avec Bertrand, il n'y a pas l'impro parce qu'il y a des scènes écrites comme Philippe Grandrieux, mais c'est la différente manière de travailler. Il y a des scènes écrites, il y a un début, la fin, mais il y a quelque chose de l'ordre de une transe pour lui aussi. Et du coup, nous tous, on se nourrit de ça. Et quand il y a des mouvements de caméra plus, sophistiqués ou des plans séquences, il y a, pour ceux qui ont vu, Born in the Box, il y a un très long plan séquence à un moment donné, magnifique, que moi, avec ma boîte sur la tête, je passe en montrant des différents personnages que Borovchek aurait pu filmer. Et après, ça finit avec moi je m'allonge sur terre, la caméra passe sous terre et ressort à un extérieur. Tout ça. Bon, après, moi, tout ce que je me souviens, c'est comment cette plan-séquence et la durée du plan-séquence et l'exécution de ça et comment tout le monde, pas que moi, mais Bertrand et le machinot et tout le monde derrière devait suivre, sur pellicule aussi. Donc pas de faute, parce qu'on ne peut pas reprendre comme ça facilement. Et là, c'est de l'ordre de trans. Et quand ça marche, c'est waouh, parce qu'on sent cette pellicule qui tourne. Et donc voilà, je suis de la vieille école, j'aime la pellicule pour la concentration et cet effet de transe qui n'est pas avec le digital. Parce que digital, oui, on peut le faire 50 fois et c'est tant mieux pour les acteurs, mais c'est pas la même concentration. Les gens ne sont pas aussi concentrés parce qu'ils savent qu'on peut reprendre, parce que ça coûte rien. Et donc cet effet de transe ou d'atmosphère, c'est aussi imposé par la pellicule. Et c'est très étrange ça, mais ça fait vraiment un effet sur tout le monde. Est-ce que Bertrand Medico utilise aussi de la musique sur le plateau de tournage? Oui, parfois. Donc, Oui. Est-ce qu'il y avait la musique de la bande originale Je sur Les Garçons Sauvages? Je crois que non, parce que Pierre, il n'avait pas encore écrit. Mais
Je crois qu'il a mis de la musique de Pierre Desprats, qui est le musicien avec qui il travaille depuis Les Garçons Sauvages, sur Ultra Pulp, à un moment donné. C'est le court-métrage Et, le qui est moyen-métrage après, qui a suivi. Les Garçons Sauvages. Je crois qu'il a mis à un moment donné de la musique qui a influencé. Il y avait un moment dans Ultra Pulp avec une sorte de créature monstre qui était un peu drôle parce que c'était pas tout à fait réalisé comme lui il aurait voulu. Et c'était une sorte de truc. Quand elle est apparue, Vimala, dans ce costume, tout le monde rigolait. Donc il s'est dit, et en plus si l'équipe rigole, et lui il veut pas que ça soit drôle. Donc il a mis la musique, et là tout le monde a changé de concentration et de sensation, les acteurs aussi. Et il m'a raconté, moi j'étais pas sur le plateau à ce moment-là, mais il m'a raconté que c'était incroyable comment la musique, la mélodie mélancolique, tout de suite a changé toute la nature de ce moment-là sur le plateau, qui était important pour lui aussi, parce qu'il voulait pas que ça fasse comme une blague, ce monstre-là. Donc voilà. Et il utilisera sûrement d'autres musiques dans des moments précis, peut-être pas où il y a du texte, parce que c'est difficile avec la musique, on commence à faire sur la musique et peut-être c'est pas la bonne chose, mais comme il n'y a pas du son, il peut. À propos de musique, on va écouter un deuxième extrait des Garçons Sauvages. Cette fois-ci, une chanson que vous interprétez à la fin du film. Le morceau a été composé par votre frère. En partie, oui, la base. La base, Echo Lowenson, est réarrangée par Pierre Desprats. Exactement. Les paroles sont de Bertrand Mandico. Oui. Une chanson intitulée Wild Girl. Si j'ai un conseil à vous donner, mesdemoiselles, ne soyez jamais vulgaire. I want to be a wild girl, just wild girl on the way, in the sun, on the way, always girl, always wild. Go away in the violet light, where girls live free and always wild. Alors sur le travail spécifique de cette chanson, Eliana Lowenson, comment faire entrer un personnage, un univers dans une musique ? Ah, ça c'est ça c'est le réalisateur. C'est lui qui fait rentrer le personnage dans la musique, pas moi. Et quand vous chantez, est-ce que vous aidez cette interprétation ? De toute façon, je le chante ou je le parle parce que déjà, c'était pas simple de voilà, le bon rythme, je sais pas quoi, mais bien sûr, avec une sorte de la même, on pourrait dire, voix, attitude de Séverine. Dans le film, c'est clair que c'était pas nécessairement Elina, la manière de dire, comment dire, ces mots-là, de m'amuser avec. C'est vraiment avec la dernière phrase et c'est le même ton que Séverine chante aux filles, là, pour leur voyage. Qu'elle chante comme elle parle, Séverine ? Oui, elle chante comme elle parle. Mais là, Séverine parle plutôt qu'elle chante. Hein. Parce que moi, je dis, je ne suis pas chanteuse. Hein. Ni Elina, ni Séverine. Alors, on va revenir sur votre parcours et la manière dont vous êtes tombée dans le cinéma. Ouais. Vous êtes née en Roumanie, vous l'avez dit, et vous avez émigré aux États-Unis à l'âge de 14 ans. Oui. À partir de là, est-ce que devenir actrice, ça a été pour vous une vocation ou un hasard ? Pas un hasard. Déjà, je ne crois pas dans le hasard, mais pas un hasard. C'était une vocation. Une anecdote, c'est que mon père, il est mort quand j'avais 7 ans. Et j'étais triste, bien sûr. Encore plus triste que j'allais être vue comme orpheline. Et je me souviens que quand ma mère me l'a dit, parce qu'il est mort à l'hôpital,
et je ne suis pas allée à l'enterrement. J'avais 7 ans, j'avais de l'émotion. Je suis allée devant le miroir et je commençais à pleurer. Et comme je commençais à pleurer, tout de suite, je commençais à jouer un monologue inventé devant le miroir, comme j'étais une comédienne qui devait pleurer. À 7 ans, je ne disais pas « je veux être actrice un jour ». C'est venu comme ça. Donc moi, je pense que c'était déjà en moi à ce moment-là. Ou une autre anecdote, quand j'ai vu Mary Poppins autour de même âge, je crois, en Roumanie, j'ai pleuré après le film et ma mère m'a demandé pourquoi tu pleures. Et moi, je disais, je veux être la petite fille dans le film. Donc, c'est 2 choses premières qui m'ont... Après, aux États-Unis, à 14 ans, j'ai très vite, je savais que... Je pensais, oui, je veux être comédienne. Et il y a eu 2 choses importantes, 2 concours que j'ai passés, que j'ai eus, qui m'ont donné la confiance. Donc, un concours qui était pour passer un mois avec une compagnie de théâtre de New York, mais on passait le mois ailleurs, dans une université, comme une sorte de stage intensif de jeu pour des jeunes de 14 à 17 ans, 15, 10, par là, du lycée. Et ils choisissaient 30 étudiants sur tout l'État de New York. Et moi, sans avoir pris des cours, j'ai fait 2 monologues. Ma mère a envoyé le VHS. Ils m'ont convoqué à New York pour les essais. Je l'ai fait et j'étais choisie. Ça, c'était une première, qui m'a donné confiance que j'avais quand même quelque chose. Et la deuxième, c'était quand j'avais 17 ans, donc mon dernière année au lycée, où c'était un concours sur tous les États-Unis, où 30 étudiants allaient être choisis, envoyés à Miami pour encore des essais, pour éventuellement de l'argent. J'étais choisie parmi les 30. Et je suis allée à Miami où même j'ai gagné le 3e prix qui était $500. Et ça, c'était le 2e que je me suis dit, bon, tu n'es pas complètement aveugle, tu ne vas pas dans la nature comme moi, je veux aussi être actrice. Je pensais au théâtre, pas au cinéma forcément. Et j'ai eu la chance parce que ma mère, elle était ballerine en Roumanie, professeure de ballet. Donc, malgré tous les peurs de qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie et comment tu vas gagner de l'argent, et en plus aux États-Unis, avec un accent, personne ne te connaît, tu n'as pas des connexions. Elle ne m'a jamais dit de tout ça. Et ni à mon frère, qui plus tard est devenu musicien, jamais. Et ça, j'ai eu la chance. Parce qu'elle m'a donné la confiance que je peux essayer en moi. Donc, c'était une vraie désir d'ailleurs, de l'intérieur d'ailleurs. Et donc, j'ai suivi et j'ai eu la chance, bien sûr, de pouvoir vraiment faire. Avec des rencontres au début, aux États-Unis? La première rencontre importante, c'était Travis Preston, qui est venu en tant que professeur et metteur en scène. Donc, premier rôle que vraiment j'ai joué dans le cadre de l'université, New York University, c'était Ophélie dans Hamlet. Et après, j'ai continué à travailler pendant des années au théâtre avec Travis Preston. Grâce à Travis Preston, j'ai rencontré Hal Hartley. 2e très importante rencontre, parce que Hal, il était à une époque son étudiant à l'université, à une autre université. Il était étudiant en cinéma. Et Travis, il enseignait le jeu pour les réalisateurs. Donc moi, je pense que tous les réalisateurs devraient... La direction d'acteur? Exactement. Tous, ils devraient passer par là ou même essayer eux-mêmes pour savoir qu'est-ce qui se passe dans l'acteur, parce que la plupart des réalisateurs sont techniques. Ils ne savent pas... ça c'est une parenthèse, mais ils te disent ce qui s'est passé avant et après, comme moi je ne savais pas dans le scénario, mais c'est bien toujours d'être rappelé, mais ce n'est pas ça qui fait la direction d'acteur. En tout cas, donc Hal, il est venu plusieurs fois me voir sur scène, dirigé par Travis, et c'est comme ça qu'il m'a proposé un premier court-métrage, donc Theory of Achievement, et après un premier long-métrage, Simple Men. En fait, c'était ça mon début dans le cinéma. Parce que sinon, je ne savais pas, je n'avais pas d'argent. Comme j'ai dit, j'avais un accent et il y a des milliers de jeunes acteurs qui veulent être reconnus, connus ou même avoir un agent pour les représenter à New York. Et donc, voilà. C'était mon début. Mais j'ai commencé avec le théâtre, que j'ai continué après, que j'ai eu aussi la chance de continuer même en France. Et le cinéma indépendant des années 90 de New York.
Est-ce que vous vous souvenez d'un premier film qui vous a marqué, de la première fois que vous êtes allé au cinéma? Bon, j'ai déjà dit le Mary Poppins, mais un autre film. Oui, c'est drôle parce que j'ai une parallèle avec ça. C'était pas au cinéma, c'était à la télé en Roumanie. Mais j'ai une parallèle avec Bertrand Mandico parce que lui, souvent, il raconte le cinéma, comment le désir de cinéma était né avec la frustration du cinéma parce que ses parents, dans des moments de climax dans certains films à la télé, ils l'envoyaient au lit. Je ne sais pas si les planètes de singes, c'était pour lui la planète de singes, mais pour moi, c'était la planète de singes qui m'a énormément marqué un après-midi. J'étais en Roumanie, donc plus jeune que 14 ans. Et je me souviens que j'étais happée par les singes qui sont arrivés. Ma grand-mère ou ma mère est apparue, a éteint la télé en m'envoyant que non, ce n'est pas le moment de regarder la télé. Je crois que plus que le cinéma aussi, c'était la télé en Roumanie qui montrait des très bons films le soir. On n'avait que 2 chaînes et que la télé commençait à 19h ou 20h, noir et blanc. Et une chose, un souvenir précis avec mon père, parce que je n'ai pas beaucoup de souvenirs avec lui, c'était qu'on regardait des westerns et lui, il nous lisait les sous-titres. Et je crois que ça, ou La planète de singes, beaucoup plus que le cinéma plus tard. Mais après, je peux dire aussi, en Roumanie, j'ai vu Les rencontres de troisième type. C'est ça, les rencontres de troisième type. De Spielberg. Oui, exactement, qui m'a marqué. Un film de science-fiction. Exactement. Et que je Comme La planète des singes. Oui, exactement, tout à fait. Donc c'est plutôt ça, je crois. Et entre ces films de science-fiction et les films d'Al Hartley, donc qui était un jeune réalisateur américain, indépendant, connu des cinéphiles de l'époque, mais qu'on connaît moins, je trouve, aujourd'hui. Tout à fait. Qu'est-ce que ça représentait à l'époque, son cinéma? Moi, j'étais même pas consciente que quelque chose qui était représenté parce qu'il faut dire que Hal, il a eu son succès en Europe. Énormément aimé par les Français, les Anglais aussi. Moi, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est arrivé un peu plus tard avec Henry Fool, où les Européens l'ont moins aimé à ce moment-là. Mais je crois que c'était juste un cinéma indépendant qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, moi, je ne m'en rendais pas compte. Hein? De quoi ça parlait, ce cinéma? Ça parlait du monde, comment dire, de Hal, ses impressions, d'où il vient, Long Island, des histoires des gens simples et simples, mais avec de l'élégance de l'esprit et une sorte de justesse en tant qu'être humain, quelque part. Je crois que c'est de ça que ça parle, son cinéma. C'est drôle, c'est un humour noir que moi j'aime beaucoup et que heureusement, j'ai eu de la facilité à le faire, à le comprendre pour l'interpréter. Aussi, ça parle des gens perdus qui essaient de se chercher et de se trouver. Dans leur jeunesse. Exactement, exactement. Donc là, il va faire on a fait d'autres films on a fait un autre film ensemble plus tard qui s'appelait Faye Grimm. Mais je ne crois pas que c'est sorti en France. Là, il prépare encore un autre film où il va chercher l'argent comme sur Kiss Kiss Bang Bang, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Le financement participatif. Exactement. Ouais. Donc, il continue à faire ses films. Il continue. Mais c'était un drôle de destin. Voilà. Mais à l'époque, oui, ça marquait. Il était vraiment l'Américain le plus européen. Parce qu'il était souvent comparé à Godard, il était très influencé par Godard, dont Simple Man, la danse dans Simple Man, dont la plupart des gens qui connaissent savent de quoi je parle, sur la danse sur Sonic Youth. Après, moi, à l'époque, je connaissais même pas ces films. Après, j'ai vu, bien sûr, mais je savais pas. On faisait des films à Brooklyn, dans un Brooklyn qui est plus le Brooklyn d'aujourd'hui. Ça veut dire un Brooklyn cassé, où les artistes pauvres avaient des lofts parce que c'était le seul endroit où trouver de l'espace. Maintenant, c'est plus ça. Mais c'était... Et lui, il sortait de l'école avec des gens de son âge, comme vous. Et c'est ça, c'était les premiers films, c'était avec ces équipes-là. Et ça, c'était génial.
Ça, c'était, je crois que j'ai jamais retrouvé ça. Vous regardiez les films ensuite après les avoir tournés? Oui, bien sûr. Et de toute façon, si on est invité dans le festival, Vous êtes obligé. oui, exactement. Mais oui, bien sûr que je suis curieuse de voir. Et après, des années après, oui, j'ai regardé l'autre soir à la Cinémathèque, Nadja. Donc, Qui était projeté? Qui était projeté. Et j'ai beaucoup aimé, même j'ai beaucoup rigolé. Mais maintenant, quand je me regarde, je me dis, waouh, le temps et le vieillissement, c'est bizarre, c'est étrange. Parce que quand l'image n'est pas figée, peut-être on ne se rend pas compte, sauf si on regarde des photos. Mais en tant que comédienne ou comédien, on voit là un mouvement comme c'était hier, et c'est pas hier, et c'est très, très bizarre. C'est de la science-fiction presque, dans l'esprit. Le regard que vous portez sur vous, sur celle que vous étiez il y a 25 ans, pour vous, c'est de la science-fiction? C'est de la science-fiction parce qu'en même temps, malgré les effets qu'on peut voir dans le miroir, on ne croit pas qu'on vieillit. Je ne sais pas comment dire, c'est comme bizarre. C'est abstrait, c'est comme moi, c'est mon visage aujourd'hui. Ça se voit pas au jour le jour? Ça se voit pas au jour le jour, ça tombe d'un coup, mais surtout, ça c'est toutes les personnes plus âgées disent, et même plus âgées que moi, qu'à l'intérieur, on ne sent pas l'âge qu'on a. Donc ma mère, qui a 86 aujourd'hui, elle peut dire qu'elle se sent autour de 60 peut-être aujourd'hui, parce que oui, elle a des problèmes de santé. Mais elles ne sont pas 86. Moi, je ne sais pas quel âge je me sens, mais bon, voilà. Est-ce que je me dis, j'ai 53 ans, mon Dieu. Et là, bien sûr, dans une équipe de films, ils sont tous plus jeunes, ils commencent à être plus jeunes que moi. Et je me dis, ça fait étrange, parce que moi, j'étais là jeune. Et ça fait étrange, c'est bizarre. C'est pour ça que je dis, c'est comme presque la science-fiction. C'est comme on n'attrape pas vraiment cette réalité-là, même si on la voit. Bien sûr qu'on l'attrape, parce qu'on sent dans le corps et on voit dans le visage. Mais du coup, quand je me regarde dans le passé, je me dis, waouh, oui, j'étais pas mal. Je ne me rendais même pas compte que j'étais pas mal. Vous avez des rôles différents en fonction de votre âge aussi? Est-ce que Oui, ça va être de moins en moins. En fonction de mon âge, il n'y aura pas tellement de rôles. Mais c'est vrai qu'avant, je faisais plutôt la femme fatale, ingénue, et maintenant des personnages parfois encore plus intéressants où je essaye de me soucier moins du regard de la caméra sur mon visage, ce qui n'est pas évident, hein, c'est pas simple, mais je me dis, je ne vais pas essayer de me cacher, mais je vais vraiment montrer ce que je suis, qui n'est pas facile, mais ça me donne une liberté de jeu que je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Après cette période aux États-Unis, pourquoi êtes-vous revenu en Europe? Je suis revenue en Europe parce que j'ai rencontré mon ex-mari, qui est français. Et ce n'était pas un choix, c'était des circonstances où pendant 3 ans, on vivait entre Paris et New York et c'était super tant qu'on travaillait. Mais lui comme moi, lui en étant artiste peintre et moi comédienne, à un moment donné, je ne travaillais plus. J'ai eu, après Sombre et tout ça, toute cette période-là, 2 ans de rien, ni en Angleterre, où j'ai fait quand même quelques films en Angleterre, ni aux États-Unis, parce que j'étais de moins en moins aux États-Unis, ni en France, parce que de toute façon, en France, ce n'était pas non plus la star. Du coup, lui, il a dû trouver un travail, un poste de professeur dans une école de beaux-arts. Il m'a donné le choix. Et du coup, moi, j'ai dit, non, on reste en France, je ne veux pas être à New York, encore avec des colocataires, dans un endroit... Voilà, c'est pour ça. Et du coup, ma vie a commencé à prendre de plus en plus forme et racines en France. Ça m'a pris 7 ans pour accepter l'idée que je vivais maintenant en France et plus à New York, parce que c'était New York, pas les États-Unis, mais New York. Et après la séparation avec Philippe, donc mon ex-mari, je savais de toute façon que j'allais rester en France. Ma vie est en France maintenant, ma communauté. C'était dur parce que ma communauté était à New York et des amis et le travail. Donc c'était dur de trouver, parce qu'à un certain âge, même si je commençais ma vie en France vers 27-30 ans, c'est beaucoup plus dur à créer ça. Donc ça m'a pris le temps. Mais maintenant, je l'ai et j'ai plus aux États-Unis, sauf quelques amis. Mais ouais, voilà, ma vie est ici. Un de vos premiers films en France, c'est Sombre, on en a déjà parlé Oui. un peu, qui est sorti en 1998. Alors pour le décrire, c'est un peu compliqué. C'est un film qui expérimente de nouvelles formes cinématographiques, sensorielles, à partir d'une histoire en apparence minimaliste. Alors on vous a préparé un petit texte où c'est Philippe Grandrieux qui décrit, qui parle du film.
Et donc, on va vous écouter le lire. C'est ça le mouvement. Faire que ça circule entre la lumière, le paysage, le cadre, les corps, les acteurs, le grain de leur voix. Faire que ça se tisse, se noue avec l'histoire. Une histoire d'amour, d'un amour qui est une grâce, qui touche Claire et lui fait ressentir l'éclat que nous sommes. Retentit en elle, l'amène à une vie nouvelle. Et c'est Jean qui l'a conduit, l'a fait passer d'une rive à l'autre. Lui qui ne peut être que le passeur, condamné par sa pulsion meurtrière à ne pouvoir être vivant parmi les autres. Lui qui est la nuit obscure de Jean de la Croix, un rayon de ténèbres. Et c'est lui qui redonne Claire à la lumière. Et c'est possible, c'est comme un miracle. Parce que Claire ne s'y refuse pas, c'est sa force. Elle accueille ce qui vient, ce qui lui est donné de vivre, sa jouissance. Elle ne veut rien changer. Elle ne cherche pas à rendre Jean différent. Elle l'aime tel qu'il est. Et ça la sauve de son désespoir, de la maladie mortelle. Et c'est le mouvement du film. Jean la rend au monde. Celui qui donne la mort la rend à la vie vivante. Très bien, hein? C'est super comme texte. Je connaissais pas ce texte. Il accompagnait la présentation du film à la Cinémathèque française en 2018. Nous, on avait résumé le film en disant que Jean, qui est joué par Marc Barbet, voyage sur les routes de France, attaque puis tue des femmes, et votre personnage, Claire, est la femme qu'il fait arrêter de tuer en quelque sorte. En quelque sorte, parce qu'il tue encore une autre après. Et donc, comment êtes-vous arrivé sur ce film? D'où est née la rencontre avec, non. avec Philippe? C'était par des essais. Ils ont cherché. Il était... Le personnage de Claire? Exactement. Et finalement, c'était, je crois, si je ne me trompe pas, Frédéric Moidon, qui était casting à l'époque. Maintenant, elle est agent, elle est mon agent. Qui lui a parlé de moi en disant, écoute, il y a encore cette comédienne, elle est roumaine, elle a un accent. Donc, il était un peu hésitant par rapport à l'accent, parce qu'il ne voulait pas que Claire soit une pauvre émigrée. Et que, voilà. Mais il a fait des essais avec moi. Et moi, je me souviens, quand j'ai lu le scénario, mais ça m'a éclaté l'esprit. Je sais ce que j'aime quand je lis des scénarios. Je me rends compte très vite, tout de suite. Parfois, peut-être, je ne comprends pas tout. Ça ne me dérange pas, mais je sentais une sensation, quelque chose d'organique, quelque chose de transcendant dans l'écriture que je pensais, waouh, c'était magnifique. Et donc, j'ai fait des essais avec lui. Et je lui ai dit une chose, je crois, qui l'a frappé dans le bon sens, parce qu'il m'a dit, vous savez, voilà, il y a une scène d'amour, Claire est vierge, mais il va falloir que vous faites la scène d'amour et que j'ai l'intention de vous filmer nue. Et moi, j'ai dit, vous savez, j'ai jamais accepté d'être nue dans un film, soit parce que je ne me sentais pas confortable avec mon corps, soit parce que je pensais que ce n'était pas nécessaire. Et j'ai dit, mais si je fais ce film et que vous allez me filmer nue, vous aurez votre vierge, parce que je serai vierge face à la caméra. Et par rapport à de me dénuder, je crois que ça lui a beaucoup plu et c'était vrai. C'était ça. Je lui disais honnêtement ça. Et après, voilà, il m'a choisi. Nous allons écouter un extrait de Sombre, la séquence de rencontre entre Claire et Jean sous la pluie dans une voiture, alors que celle-ci, Claire, est tombée en panne. Je comprends pas, je veux lui freiner. Je suis très ennuyée sur la voiture de ma sœur. Elle doit m'attendre. Tenez. Pour vos cheveux. Vous pourriez peut-être me laisser un garage. Je vais voir.
Père, couvrez-vous. Il pleut trop. Ça vous ennuie si je fume? Vous êtes en vacances? Oui. Je vous raccompagne. Sombre, c'est un film où il y a finalement peu de dialogue. Comment passe l'expression d'une actrice et d'un personnage avec si peu de paroles? Encore mieux. Moi, je préfère pas avoir beaucoup de textes. Et je trouve que c'est plus intéressant, en tout cas pour moi, en tant que comédienne, de parler sans parole. Je trouve que dans l'extrait, je me dis, mon Dieu, je parlais vite. Hein. Je ne sais pas pourquoi je parlais si vite. Peut-être je ne me sentais pas confortable tout à fait et je voulais faire, soi-disant, naturel. Mais c'est comme je parle trop vite. Je me dépêche trop pour dire bien les mots. Mais pour moi, il y a des grands acteurs du film muet qui sont incroyables et intouchables par rapport à des acteurs qui peuvent parler pendant tout un film hein, aujourd'hui. Il y a certains qui sont des grands. Et donc, moi, j'ai toujours aimé ça. Et à une époque, les gens disaient que je pouvais être dans un film muet. Et c'était comme un compliment pour moi. Si je peux donner autant de matière et d'émotions et d'états justes sans les mots, c'est génial. Mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend du scénario, comment le scénario est écrit. Il y a un rapport à la langue aussi dans le dialogue. Le français, vous l'aviez appris aux États-Unis ou vous l'avez appris en France? Non, surtout en France. J'ai appris un petit peu en Roumanie, après un petit peu au lycée aux États-Unis, mais entre le lycée un petit peu et après en arrivant en France, c'est vraiment en parlant et c'était dur au début. C'était dur. Donc, il y a toujours quelque chose où comme je ne suis pas allée vraiment à l'école ici, la syntaxe n'est pas tout à fait correcte tout le temps. Donc, quand j'apprends un texte qui est correctement écrit, c'est comme je réapprends comment bien parler. Donc, du coup, c'est un peu toujours étranger. Je ne sais pas comment dire, c'est comme toujours un peu de décalage. Bien sûr, c'est plus facile aujourd'hui, mais j'ai toujours l'impression que j'ai besoin de plus de temps d'apprendre et d'être confortable avec les mots en français dans ma bouche qu'en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dialoguer avec un autre acteur? Écouter l'autre acteur, c'est ça. Surtout l'écouter. C'est-à-dire, quand il parle, vous l'écoutez et vous ne pensez pas forcément à ce que vous allez dire ensuite? Surtout, exactement ça. Il faut vraiment qu'on écoute parce que si on ne l'écoute pas, on est sur nous-mêmes et on va jouer mal et on va se soucier de comment on est. Mais si on se donne, si on s'abandonne dans l'autre, en espérant que l'autre est bien, hein, parce que s'il est mauvais, ça n'aide pas, mais en espérant ça, du coup, on va être moment par moment. Ça veut dire que je vais être dans le moment présent le plus possible, sans anticiper quelque chose. Donc pour moi, c'est l'écoute de l'autre, en fait, et de m'oublier. Donc du coup, bien sûr que j'oublie pas parce qu'il y a la phrase qui va arriver, mais j'anticipe pas cette phrase ou je me soucie pas comment je vais faire ma phrase quand il va finir sa phrase. Ça, c'est le pire, bien sûr. Ça m'est arrivé de penser ça, mais ça veut dire que j'étais vraiment mal partie là. Et avec l'autre et avec moi-même. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'actrice de jouer dans un film à la forme plus expérimentale? En l'occurrence, par exemple ici, où le film a un côté assez laconique, peu de dialogue, que dans un film plus traditionnel? Je crois que
Pour moi, tout est une question aussi de l'écriture du scénario. Si le scénario est fort, si c'est bien écrit, même traditionnel, ça nous donne les indices tout de suite à l'acteur d'interpréter et de se sentir confortable avec ces mots-là. Après avoir dit ça, parce qu'il y a des grands films une période des années 60-70 français magnifiques, on peut dire traditionnels, mais ils ne sont pas tout à fait... Ça veut dire que si c'est pensé le film, si c'est pensé le cadre et le scénario, traditionnel ou pas traditionnel, je m'en fous. Si on parle en général des films traditionnels d'aujourd'hui, oui, je préfère le soi-disant expérimental, mais ne sont pas expérimentaux, les films sombres ou les films de Mandico. Je m'énerve quand les gens disent « Ah oui, Bertrand Mandico avec son cinéma expérimental ». Ce n'est pas expérimental. Les gens qui disent ça, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le cinéma expérimental. Bertrand Mandico a une histoire. Dans le cinéma expérimental, il n'y a pas d'histoire. C'est de la forme pure. Donc du coup, je ne sais pas pourquoi ces gens-là, ils sont des gens vraiment, pas des gens de la rue, sont des gens du cinéma ou je ne sais pas quoi, ou des présentateurs qui disent dans le plutôt... pourquoi vous pensez qu'ils disent cinéma expérimental quand il ne s'agit pas d'un cinéma expérimental? Vous qui vous êtes jeunes. Ils ne connaissent pas forcément le... Vous pensez ça, oui. Qu'ils ne connaissent pas forcément. Et du coup, c'est comme ils ont besoin de des cases. Oui. Ils sont trop habitués à des formes plus classiques. Et mauvaises, probablement. Je ne sais pas, moi. Classique, mauvais. C'est pas ça. Mais c'est pour ça que je me dis toujours, mais c'est bizarroïde pourquoi ils utilisent ce mot. Mais si on parle comme ça, oui, je préfère le cinéma expérimental, c'est clair. Parlons un peu de votre rapport à la lumière. Quelle matière est-ce que c'est la lumière pour une actrice ? Oui, c'est une matière, qu'est-ce que je pourrais dire d'intelligent? C'est l'air qui entoure, c'est l'air qu'on respire, cette lumière. Bien sûr, c'est ultra important. Parce qu'en fait, ça nous baigne, actrice ou acteur, hein? Après, actrice, parce qu'on peut penser à la beauté d'une femme ou je ne sais pas quoi. Mais pour un homme, c'est aussi important. C'est pour l'acteur, parce que ça nous protège et ça nous met dans un périmètre. Ça nous plonge dans un espace dont il y a ce périmètre où on peut commencer à inventer, imaginer et vivre autre chose que juste nous-mêmes. Ça nous aide à transcender la normalité de notre propre corps sur un plateau. On est ailleurs. Et moi, je suis très sensible à la lumière. Je sais quand la lumière est bonne. Je ne dis pas au chef opérateur, ajuste la lumière sur ce côté-là ou ce côté-là, comme certaines actrices, surtout, peuvent le faire. Non, mais je sens. Si la lumière est juste, ça va aider mon jeu. Donc, je sens cette matière-là et je sais que je suis influencée par ça. Et je sais que aussi, j'ai le plaisir d'être dans la lumière et d'être filmée, même avec l'âge. C'est une amie à moi très proche qui m'a dit ça. Elle s'appelle Nathalie Richard, actrice magnifique aussi. Elle m'a dit, ça se voit, Elina, que tu aimes être filmée. Elle sent ça. C'est important. Exactement. Elle sent comme je me donne, comme je me abandonne à la caméra, à la lumière, si je suis dans un environnement où je me sens confortable. Après, il y a des autres films, des autres projets que je pense que c'est vraiment banal et que je suis banale et je me dis ça serait mieux une autre actrice que moi dans cette banalité-là parce que certains acteurs peut-être ont plus de facilité à faire quelque chose avec quelque chose de plus banal et moi je me sens fausse. Pas que je dois être spéciale, mais un truc banal, je me dis, je suis grise. Et après, quand je me vois à l'image, je trouve que c'est gris aussi. Je suis désolée de le dire. Je ne vais pas dire quel film et qui et quoi, mais même c'est des films qui sont aimés peut-être par le grand public. Et voilà, mais moi, je me vois grise, je ne me vois pas dans la lumière du tout. Et
C'est comme c'est pas ma place. Mais après, j'ai la gratitude pour ces projets-là parce que oui, c'est ces projets-là qui peuvent me faire vivre. Voilà. Et pas les projets de Bertrand Mandico, je sais pas qui d'autre. Pour le moment, en tout cas. Mais je sais pas. Sur la lumière, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un décalage entre l'espace lumineux qui est créé par le chef opérateur sur le plateau de tournage et ce qui va être vu par le spectateur sur la pellicule? Mm. Est-ce que l'atmosphère va peut-être être bonne pour vous, mais se rendra mal ou sera moins juste sur le film final? Ou est-ce que ça peut être l'inverse aussi, c'est-à-dire que l'image sera belle sur le film final et sera juste par rapport aux intentions du réalisateur, de l'opérateur, mais vous n'aurez pas été dans des bonnes conditions lumineuses Ouais. et vous n'aurez pas ressenti cette lumière? En même temps, il faut que je dise que je suis pas tout le temps consciente de la lumière non plus. Si on va tourner dans des forêts ou je sais pas quoi, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Ça dépend des lumières. Non, moi je crois que c'est comme le scénario. Si on sent juste, ça va être juste après. En disant ça, il y a aussi l'étalonnage et plein des autres éléments. Après, c'est l'opinion du réalisateur. Je ne sais pas, peut-être le réalisateur pense que c'est génial, sa lumière, et moi je me vois et je me dis, mais c'est pas du tout bonne. Et vous le ressentez vraiment, par exemple, si un projecteur oui. est vraiment sur Je vous, ressens. ou si c'est de la lumière naturelle, est-ce que Je ressens ce qui se passe sur mon visage. Je le sais. Je ne sais pas comment dire, c'est physique. Si c'est nuageux comme ça, comme aujourd'hui, par exemple, avec des nuages à la Paris blanche, ça m'endurcit. Et s'il ne met pas une lumière pour un peu adoucir, il y aura quelque chose de très dur sur mon visage. Parce que c'est la forme du visage. En plus, avec l'âge, ça se creuse plus, c'est pas rond et tout ça. Donc, je le sens comme une sorte de lourdeur. Et après, quand je la vois, oui. Et ils veulent naturaliste. Ok, c'est naturaliste. Même si je pense qu'on ne fait pas de documentaire. Mais bon, ils veulent ça. Je me dis, bon, voilà, c'est pas... Ils n'aident pas. Et en plus, on tourne en digital, qui est comme une sorte de scalpel. Voilà, ils voient tous les poils et tous les trucs. Et c'est moche. c'est très net? Très net et c'est moche. À un moment donné, ça veut dire que quand on a 20 ans, c'est pas moche. Rien est moche. Mais après, c'est comme ingrat. Il n'y a pas d'artistique, il n'y a pas de peinture avec cette lumière. Et on n'est pas dans le documentaire. Donc je le sens, bien sûr que je ne vais rien dire. Mais je suis consciente de ça, je suis très consciente de ça. Mais après, pour le réalisateur, peut-être c'est la chose juste. Et ils aiment ça, et après ils font Vous en parlez l'étalonnage. vous en parlez avec Non. le réalisateur ou avec le chef Non, opérateur? Jamais? Ah non, jamais. Parfois, je dis, oh, mon visage, mes cernes, ou je sais pas, la lumière. Mais sinon, non, je parle pas parce que... Non, il y a des autres personnes qui parlent, qui exigent. Non, parce que si je commence à être trop concernée par ça, j'ai peur d'être moins concentrée et moins libre de cet œil de caméra et que je vais penser que c'est moche ou pas moche. Je ne veux pas penser ça parce que ça va m'influencer dans le travail d'actrice, de ce que je suis supposée faire. Donc, j'essaie de faire abstraction, même si je le pense, mais je ne vais jamais dire. Et après, si je ne suis pas Vincent Landon, je ne peux pas dire. Vincent Landon peut le dire. C'est la différence. Après, je peux dire à Bertrand, mais je sais que ça ne pose pas ce problème-là avec Pascal Granel, Bertrand et tout ça. Et c'est vrai aussi que je crois que la conscience sur un visage filmé que je l'ai plus ressenti de ma vie, c'était avec Al Hartley au début. Et comment il mettait la lumière pour filmer les acteurs. Et comment il le pensait avant, même le cadre, de filmer un portrait. Donc là, je crois que j'ai senti le plus. Je sais que Bertrand, il cadre vraiment, mais voilà. C'est pour ça que j'ai dit je suis juste actrice. Si j'étais auteur de mon propre travail ou mes exigences, peut-être ça serait différent. Mais comme, voilà, c'est... Ouais. Est-ce que, au moment où vous tournez, est-ce que vous sentez cette caméra? Quel rapport vous entretenez avec la caméra? Je fais l'amour avec la caméra. C'est ça mon rapport. Non, mais c'est vrai. C'est comme James Dean, je ne sais pas moi, mais la caméra, c'est le public et j'adore. Et je me laisse, je m'abandonne, je fais l'amour avec la caméra. Comme dans même si je regarde Cabaret. Exactement. The camera penetrates me. The camera penetrates me. It travels, sliding down into my bowels,
like a motorcycle covered in feathers. So soft and fast. It knows the way. It knows where it needs to get to. Freely it moves forward within my private chambers. Faster and faster. I feel it threading its way through. It hugs the moist walls. It straightens up and then it twists. Watch carefully. Now it's moving beyond the organs to the source of all origins, deeper and deeper into the meanderings of life, there where no one dares to venture, at the center of the earth, there at the bottom of the cave, watching us. Ça fait partie, donc, dans le travail, je ne sais pas si vous savez, dans le travail avec Bertrand, comme un engagement à deux de faire 21 courts-métrages à travers 21 ans. Il a choisi 21 parce qu'il aime le numéro 21. Et de faire un court-métrage par an pendant 21 ans. On avait préparé une citation qui est dans le coffret DVD où vous dites faire un film durant 20 plus 1 an, le dialogue d'un cinéaste et d'une actrice, créer un double de E à l'écran, des doubles de B derrière la caméra. Chaque morceau de film agit comme une trace de sa propre histoire. Ensemble, on raconte notre double à l'écran. C'est beau, ça. C'est moi qui ai dit ça? Oui, il me semble, dans le coffret Peut-être DVD. c'est Bertrand qui m'a aidé aussi à formuler mieux. Mais oui, sans littéralement faire ce qu'on dit, mais c'est dans cette relation, à travers des années, parce qu'on a commencé... je crois, autour de... J'avais 44. En tout cas, on a fait notre 9e. Peut-être on a un retard de 1 court-métrage, dont Préhistorique Cabaret fait partie de cette collection, on pourrait dire. Du coup, ça ne veut pas dire que je dois, quand je dis je fais l'amour avec, que je regarde dans la caméra, mais je sens la caméra. La caméra, c'est un autre personnage. Ça, je sens et je fais ça quand la caméra est juste. Quand la caméra est, je ne sais pas, que je ne sens pas la justesse ou je ne sens pas la pensée derrière, même si la personne peut avoir une pensée, mais je sens que ça peut être plutôt la télé, là, il n'y a pas la même relation et la même excitation à être filmé. Mais quand je sens que le cadre est pensé et c'est comme ça soutient le moment psychologique de ce qui se passe, là, c'est magnifique parce que c'est ça le cinéma en fait, c'est ça le public. Donc c'est pour ça que j'aime et je suis très consciente et c'est comme un personnage, surtout quand le réalisateur cadre, comme le cas de Philippe Grandrieux ou Bertrand Mandico. Et là, c'est vraiment notre personnage dans la scène. Diriez-vous que le cinéma est un dialogue amoureux pour vous? Un dialogue entre qui et qui? Justement. Parfois, entre l'actrice et la réalisatrice ou le réalisateur. Parfois, le cinéma, c'est aussi comme un champ de bataille et de misère, de douleur, je crois. Mais ça peut être aussi un dialogue entre le personnage en moi et moi. Probablement. J'ai jamais pensé, je le pense comme ça maintenant. Vous développez une série de 21 courts-métrages en 21 ans avec Bertrand Mandico, donc. Réflexion sur les états corporels de l'actrice et la fiction. Par quelle crise, par quelles urgences nos corps sont-ils traversés? Je sais pas si je vais bien répondre à cette question, mais je crois que c'est le besoin, c'est la crise, c'est le besoin, l'avidité de créer, de pouvoir encore créer. Je sais pas. Ça devient... Tout le monde dit ça, que ça devient de plus en plus dur pour le cinéma. Donc, bonne chance à vous, si vous voulez faire du cinéma. C'est vrai. Apparemment, c'était plus simple avant. Je crois que c'était plus simple quand je suis arrivée en France. Il y avait plus d'argent pour un premier long métrage qu'aujourd'hui. Moins de critères pour plaire à je ne sais pas qui et quoi.
Et je crois que M. Macron a dit qu'il y a trop de cinéma. Donc, je suis d'accord avec lui. Après le digital, oui, il y a trop de cinéma. Mais du coup, lui, le M. Macron, il veut que le CNC soutienne les films qui ont déjà de l'argent. Donc, ça veut dire que pour les auteurs, pour ceux qui n'ont pas la télé ou les films, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, tout le monde dit que c'est de plus en plus dur. Donc, peut-être c'est cette urgence-là dans ces 21 courts-métrages-là qu'on fait, parce qu'on ne demande pas l'argent, c'est avec notre propre argent, avec des petits moyens ou un peu plus gros moyens. Même, on était aidé par exemple, on a tourné à New York, s'appelle The Return of Tragedy, le retour de tragédie, qui n'est pas encore prêt. On l'a tourné à New York. Bertrand voulait le tourner aussi à New York avec des acteurs new-yorkais. On était aidés par 2 personnes qui nous ont donné l'argent pour pouvoir faire. Donc, il y a quelque chose de cette volonté de faire malgré tout et de continuer, même si c'est difficile, de vomir les idées pour Bertrand. À chaque fois, encore une année, il faut faire un autre film. Comment on le fait? Lui, il commence à être un peu plus connu. Comment on va demander que les autres soient gratuits? Parce qu'on n'a pas l'argent, nous, en fait. Mais on va le faire, on va continuer. Peut-être c'est cette urgence-là. Mais maintenant, comme je vis avec un réalisateur, je vois toutes les étapes de la conception du film, la production, après, les ventes, la distribution. Et c'est horrible. En tout cas, moi, je prends... Il faut vraiment vouloir. C'est entre la vie et la mort. Sinon, personne ne survit. Ou certains ne vont pas survivre par rapport à toutes les choses à dépasser. Et vouloir créer dans le cinéma, parce que ça demande plus d'argent, le cinéma, que peut-être faire des peintures. Donc, tout ça, c'est peut-être là, je ne sais pas, peut-être. Nous allons écouter un dernier extrait de Féminisme, rafale et politique, court-métrage qui fait partie de votre série, de votre catalogue de 21 films. You like him, but he hurts you. He hurts you, your lover. You don't know why he hurts you. You like him so much. You sleep. You wake up and the earth shakes. You wake up and the earth shakes. It shakes. It shakes. Your lover shakes. Your love shakes. On l'a fait dans notre appartement, comme un autre qui s'appelle Souvenir d'un montreur de seins. Et sur une pellicule, une caméra qui, je ne sais pas, ça sautait à un moment donné. Donc lui, il a mis des bruits comme des bruits de volcan, je ne sais pas quoi, pour que ça fait du sens que ça saute. Et c'est un texte que Bertrand a écrit. Et c'est très minimaliste, parce que c'était minimaliste comme un concept. Et je crois que c'est un super 8. Mais après, ce film-là, c'est pas encore sorti sur un DVD, donc c'est difficile à décrire ou quoi. Il faut le voir. C'est pour moi un film plus à être peut-être montré dans des contextes d'exposition ou des choses comme ça. Du coup, celui-là, c'est plus expérimental, je pourrais dire. Voilà. Là, je peux dire plus expérimental.
même s'il y a une petite histoire que je raconte quelque part en anglais. Un monde sans cinéma, ça ressemblerait à quoi? Je suis nulle avec, c'est pas des des choses questions comme ça. faciles, hein. Bertrand Mandico sera très très bon, hein. Il sortirait un truc. En fait, est-ce qu'on a vraiment besoin du cinéma? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Je ne sais pas. Pour moi, il y a quelque chose de futile quelque part. Pas dans l'art en soi, mais si je regarde le monde et la misère dans le monde et les besoins des gens dans le monde, en faisant du cinéma, on est tellement privilégiés que, comment dire, on est tellement ailleurs dans notre privilège qu'on devrait se plaindre de rien. Voilà. Donc, un monde sans cinéma, je ne sais pas. Hein. Après, un monde sans l'existence de l'art ou des livres, littérature, là, ça serait malheureux, je pourrais dire. Peut-être plus qu'un monde sans cinéma. Mais je suis très consciente que c'est, une chance inouïe de pouvoir faire du cinéma, même ce que je disais juste avant par rapport Même dans des conditions compliquées. Il y a toujours la possibilité quand même du CNC dans ce pays, hein, encore, et qu'on est des privilégiés, c'est ça. Et même pour aller voir du cinéma, maintenant on l'a plutôt à la télé que dans le cinéma, mais non, on est des privilégiés, voilà. Donc, mais après, l'art, vraiment, l'artistique derrière, oui, on serait peut-être plus pauvre parce qu'on a besoin d'être nourri. Je ne sais pas dans quel endroit, mais il y a peut-être de l'ordre de l'âme, plutôt quelque chose de mystique, plutôt quelque chose d'immatériel dont on a quand même besoin d'être nourri. Si c'est la musique, la littérature, le théâtre ou le cinéma, très bien. Mais je fais comme quelque chose, comme je rassemble tout ça par rapport à l'art, plutôt que séparer le cinéma en soi. Est-ce que vous allez beaucoup au cinéma aujourd'hui? Non. D'accord. Parce qu'on n'aime pas trop les films. Et on a beaucoup de DVD à la maison, beaucoup. Donc, on voit beaucoup. Et lui, il Qu'est-ce que vous commande regardez? beaucoup de... Qu'est-ce qui vous a marqué, par exemple, Non, récemment? mais parce que c'est beaucoup de choses qui m'ont marqué. Mais qu'est-ce qu'on a regardé? Juste il y a 2 soirs, on a re-regardé, bien sûr, j'ai regardé plusieurs fois ça, Le Locataire de Polanski, par exemple. En tout cas, je n'ai pas mon petit carnet pour dire qu'est-ce que ça m'a marqué, mais il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas la bonne mémoire pour ça. Vous êtes quand même cinéphile. Oui. Ah Oui. oui. Non, Vous n'allez pas dans la salle, mais vous regardez quand même beaucoup de films. Ah oui, énormément. Ah, bien sûr. Mais le dernier dans la salle, nous sommes allés voir, qui m'a un peu déçu, le Joker. Il est génial, Joaquin Phoenix. Génial, excellent. Mais le film, le scénario, il m'a un peu déçu. J'étais un peu en dessous. Mais du coup, on va quand même voir. Mais c'est vrai qu'on ne va pas voir... On approche de la fin de cet entretien. Quels sont vos prochains chantiers visuels et sonores en tant qu'actrice? Donc, After Blue, donc c'est le prochain long métrage de Bertrand Mandico. Après, il y a aussi... Vous allez jouer dedans? Si je vais jouer dedans, mais Oui. bien sûr que je vais jouer dedans. Qu'est-ce que vous Sinon, allez je jouer? le quitte. Hein. Non, je vais jouer dedans. Je vais jouer un rôle plus principal que Séverine. Donc, Zora, qui est une coiffeuse, et que malgré elle, elle est mise en dehors d'une communauté, est forcée à aller avec sa fille chasser une tueuse. Voilà le résumé de mon point de vue, pour mon personnage, je veux dire. Après, probablement le prochain film de Hal Hartley, dont j'ai une scène de 5 pages où je vais jouer une femme de 100 ans, mais qui a l'air beaucoup plus jeune que son âge. Donc, Hal Hartley. Après, donc, il n'y a pas beaucoup de choses, peut-être un court-métrage. Hein, et Bertrand va faire la mise en scène aussi.
au Théâtre des Amandiers. Donc, ils lui ont proposé, Philippe Ken, qui est le directeur du Théâtre des Amandiers, de faire une pièce qui va s'appeler Conan la barbare. OK? Il va faire ça fin d'année 2020, mais en fait, pour 2021. Donc, il veut aussi faire un film. Donc, voilà. Il va faire un film dans le Théâtre des Amandiers? Oui, mais les gens sont probablement, ils peuvent rentrer, regarder le tournage. Il va faire une pièce et après, il va réécrire pour faire un film de ce qu'on a fait de la pièce. Il ne va pas filmer la pièce. Et du coup, l'idée, c'est que les gens, des publics, ils peuvent venir. Et je ne sais pas s'ils vont payer des billets pour ça, mais ils vont venir et le regarder en train de tourner. Le film, pas la pièce. Le film. Et la pièce, bien sûr, vous pouvez aussi venir la voir, bien sûr. La pièce. Quand ça va être fait, bien sûr. Donc voilà. Le Théâtre des Amandiers, où nous sommes allés pour interviewer Fabrice Aragno, l'assistant de Jean-Luc Godard, et qui sera dans un prochain épisode de Négatif. Génial. Début décembre. Génial. Génial. Et Philippe Ken, il est génial d'avoir eu cette idée et Godard qui a accepté. Et en tout cas, c'est un théâtre qui va être remodelé. Beaucoup d'argent dans ça et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce théâtre plus tard. Donc, c'est comme la fin d'une peut-être époque, je ne sais pas pour ce théâtre. En tout cas, donc c'est génial. Merci beaucoup, Elina Lowenson, d'avoir participé à ce 16e entretien de Négatif. Merci. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co. Vous pouvez y découvrir la biographie des invités, des extraits vidéo, des films, ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast sur Spotify ou sur YouTube et à vous abonner sur les réseaux. À bientôt.